Comme l'a dit le secrétaire général Xi Jinping, l'histoire du développement du marxisme et de l'histoire de Marx, d'Engels et de leurs successeurs, qui continuent de pratiquer et de comprendre le développement de l'histoire et des connaissances, et absorbent toutes les pensées et réalisations culturelles de l'histoire pour enrichir leur propre histoire. Par conséquent, le marxisme est capable de conserver sa jeunesse attrayante, d'explorer les problèmes dans les développements contemporains et de répondre aux nouveaux défis auxquels l'humanité est confrontée. Quand j'ai rendu visite à Marx, à Paris, à l'été 1844, nous nous sommes trouvés en parfait accord, dans tous les domaines de la théorie, et nous travaillons ensemble depuis. Toute ma vie, j'ai fait ce que j'étais destiné à faire, c'est-à-dire être le bras droit de Marx. Et je pense que j'ai fait du bon travail. Je suis content d'avoir eu un modèle aussi grand et prestigieux que Marx. Je ne peux que promettre solennellement de servir activement le prolétariat pour le reste de ma vie. J'espère que je serai à la hauteur de cet honneur que j'ai pu recevoir. L'admirable Engels. À Manchester, en Angleterre, il existe un itinéraire touristique pour commémorer Engels. Du musée des sciences et de l'industrie à la bibliothèque de Chatham et du Royal Exchange Theatre à la statue d'Engels sur First Street. Les touristes peuvent suivre cet itinéraire pour voir l'héritage qu'a laissé Engels sur cette ville. Dans la bibliothèque du mouvement de la classe ouvrière à Manchester, il y a un album plein de respect et d'amour, justement élaboré pour Engels par les habitants de la ville. Alors c'est l'album que Ray Whitfield a rassemblé sur ses recherches sur Friedrich Engels et son temps qu'il a passé ici à Manchester et Salford au XIXe siècle. Et il est rempli de documents, de cartes et de photos qui nous parlent de la vie d'Engels dans la ville. Engels est retourné à Manchester à la fin de 1850 et a passé les 20 années suivantes à travailler pour la maison Ehrman & Engels. De 30 à 50 ans, dans la fleur de l'âge, Engels était tout à fait prêt à faire ce sacrifice pour sa cause commune avec Marx. Engels a loué une belle maison dans la ville pour ses activités commerciales et ses relations avec les capitalistes. Quand il est arrivé la première fois dans l'entreprise, il a travaillé comme commis et directeur adjoint. Malgré ses maigres revenus, il a fait de son mieux pour économiser de l'argent pour soutenir la famille de Marx. Avec l'augmentation progressive de ses revenus, son aide financière à Marx a également augmenté.
Engels a aussi souvent soutenu financièrement les socialistes persécutés. Il a vécu une vie simple et était toujours frugal. Mais il était extrêmement généreux quand il s'agissait de donner au parti et à ses camarades. 252 Hyde Road à Manchester. La maison d'Engels en banlieue est plus modeste que la plupart des maisons de la ville. Mais pour Engels, ce n'est qu'à son retour ici, accompagné de sa femme Marie, et en compagnie de ses amis et camarades engagés dans des recherches théoriques, qu'il redevient un homme libre. Manchester et Londres sont distants de plus de 300 km. Engels et Marx se rencontraient rarement face à face et communiquaient principalement par le biais de lettres. Plus de 1300 lettres de cette période ont été conservées. Elles témoignent de leur grande amitié et sont devenues une partie importante du trésor de la théorie marxiste. Dans les années 1850 et 1860, Marx a écrit un grand nombre d'articles pour le New York Daily Tribune à l'invitation du journal. Il était occupé par la recherche en économie politique à cette époque et a parfois demandé à Engels de l'aider. Engels rédigeait toujours ses articles rapidement et les envoyait à Marx pour la publication. Parmi les articles écrits par Engels et publiés dans le New York Daily Tribune, 3 étaient consacrés à la Chine. La seconde guerre de l'opium se déroulait à l'époque et l'armée et le peuple chinois ont combattu l'armée britannique de toutes les manières possibles. Quand les agresseurs ont accusé l'armée et le peuple chinois de mener une guérilla, Engels a défendu leur juste résistance. Dans son article « Perse-Chine », il a écrit « Au lieu de moraliser sur les horribles atrocités des Chinois, comme le fait la chevaleresque presse britannique, il vaudrait mieux reconnaître que c'est une guerre pour ses hôtels et ses foyers, une guerre populaire pour le maintien de la nation chinoise. » Engels a souligné que le peuple chinois avait commencé à se réveiller et, d'ici quelques années, nous devrons être témoins de l'agonie du plus vieil empire du monde et de l'aurore d'une ère nouvelle pour toute l'Asie. Engels a dit un jour « Il y a une division du travail entre Marx et moi. Ma tâche est de publier nos avis dans les journaux et périodiques, surtout dans la lutte contre les opinions hostiles, pour que Marx ait le temps d'écrire l'œuvre majeure de sa vie. » Cette œuvre majeure fait référence au Capital, Das Kapital. Dans la correspondance fréquente entre Marx et Engels, ils ont souvent discuté de la structure du texte, des arguments importants et des méthodes narratives pour l'ouvrage. Lorsque Marx a rencontré des difficultés dans ses recherches, il a souvent demandé l'avis d'Engels et Engels a toujours répondu franchement. Tard dans la soirée du 16 août 1867, Marx a écrit à Engels après avoir lu les épreuves de la dernière feuille imprimée du volume 1 du Capital. Il a écrit avec affection « Sans votre sacrifice pour moi, je n'aurais pas terminé le gros travail de ces 3 volumes. Je vous embrasse avec gratitude. » Lors de son séjour à Manchester,
Engels a également réalisé indépendamment un large éventail d'études multidisciplinaires dans des domaines comme la théorie militaire, l'histoire, la linguistique, l'économie politique et les sciences naturelles. Il a étudié l'histoire militaire des guerres et les armées de son temps. Il a rédigé des centaines d'articles sur le sujet. Il a été le premier à appliquer la méthode dialectique à l'analyse des événements militaires. Il a également participé à de nombreuses contributions sur des questions militaires à l'Encyclopædia Americana. Ces activités théoriques d'Engels ont jeté les bases solides de la science militaire marxiste. En Grande-Bretagne, il y avait un jeu populaire appelé Confession, qui impliquait des parents et des amis qui se posaient toutes sortes de questions sur leur personnalité et leurs loisirs. La famille de Marx a souvent joué à ce jeu, et parfois Engels s'y joignait. Dans l'album commémoratif de Jenny, la fille aînée de Marx, il y avait une confession écrite par Engels. La question posée était « Quelle est votre vertu préférée ?» Engels a répondu que c'était l'optimisme. En effet, Engels ne s'est jamais plaint. Au contraire, il a toujours travaillé avec beaucoup de passion et avait un large éventail de passe-temps. C'était un sportif régulier. Il aimait l'équitation et il aimait voyager. Engels avait un talent particulier pour la langue. Pendant qu'il était à Manchester, il a étudié le russe avec diligence, le serbe et le persan, ainsi que de nombreuses autres langues. Quand il a quitté Manchester, il était pleinement élevé en termes de connaissances, théorie et expérience. Comme il l'a dit lui-même, « Quiconque est prêt à travailler sérieusement fera beaucoup et pourra exceller. » En septembre 1870, Engels a finalement mis fin à ses 20 ans de vie dans les affaires et a déménagé de Manchester à Londres. La résidence d'Engels à Londres était au 122 Richter Park Road, à seulement 15 minutes à pied de la maison de Marx. Les deux vieux amis se sont rencontrés presque tous les jours. De retour à Londres, Engels a été immédiatement élu membre du Conseil général de l'Association internationale des travailleurs et a successivement servi de secrétaire à la communication de l'Association internationale des travailleurs dans plusieurs pays. L'Association internationale des travailleurs fut la première organisation internationale de la classe ouvrière. Marx était son âme et le véritable meneur. Engels, avec sa riche expérience pratique, d'excellentes compétences théoriques et des capacités linguistiques extraordinaires, est devenu le bras droit de Marx. Le 18 mars 1871, le peuple de Paris a éclaté en un soulèvement. Le 28, la Commune de Paris est créée. Et des cris clamant « Vive la Commune » résonnaient partout sur la place de la mairie. Sachant que la Révolution avait éclaté à Paris, Marx et Engels se tenaient fermement du côté des gens qui prenaient d'assaut le ciel. Ils ont appelé la classe ouvrière de tous les pays pour défendre les Parisiens, réfuter sévèrement la calomnie des journaux bourgeois sur la Commune et utiliser divers canaux pour donner des conseils et des suggestions à la Commune. Malheureusement, les dirigeants de la Commune n'ont pas pleinement tenu compte de leurs conseils. Après une bataille héroïque et sanglante, environ 20 000 rebelles de la Commune ont été massacrés et la Commune de Paris a été vaincue.
Afin de résumer l'expérience et les leçons de la Commune de Paris, Marx a écrit La guerre civile en France, qui a enrichi et développé la théorie de révolution prolétarienne et dictature prolétarienne. Plus tard, Engels a également écrit sur les leçons de la Commune de Paris dans son article sur l'autorité. Il a souligné l'importance de l'autorité dans la vie politique. C'est la précieuse expérience d'Engels retenue pendant la lutte révolutionnaire à feu et à sang. Et elle est devenue le principe de base des partis politiques marxistes. Dans les années 1870, Marx a continué à écrire Le Capital, tandis qu'Engels entreprenait un travail plus pratique pour guider les mouvements ouvriers internationaux. Engels a joué un rôle exceptionnel dans la lutte contre l'idéologie bourgeoise et les théories socialistes sous toutes leurs formes, en rédigeant une série d'ouvrages théoriques importants. De 1873 à 1882, Engels a mené une étude approfondie sur la dialectique de la nature et les sciences naturelles, qui était la suite de l'étude qu'il a commencée à Manchester dans les années 1850 et 1860. Il a écrit un grand nombre d'articles et de notes qui ont été publiés en Union soviétique en 1925 avec le titre Dialectique de la nature. Dans la dialectique de la nature, Engels a discuté de la relation dialectique entre l'homme et la nature. Il a averti que, à chaque étape, nous devons nous rappeler que nous ne régnons en aucun cas sur la nature comme un conquérant sur un peuple étranger, comme quelqu'un qui se tient en dehors de la nature, et que toute notre maîtrise de celle-ci consiste dans le fait que nous avons l'avantage sur tous les autres êtres de pouvoir connaître et appliquer correctement ces lois. Dans la dialectique de la nature, Engels a résumé scientifiquement les réalisations importantes dans le développement des sciences naturelles au milieu du XIXe siècle et a critiqué la métaphysique et l'idéalisme dans la recherche en sciences naturelles pour enrichir et développer la dialectique matérialiste. Les idées d'Engels sur la relation dialectique entre l'homme et la nature et ses réflexions sur la protection de l'écologie est un trésor important de la théorie écologique marxiste. Les réflexions de Xi Jinping sur la civilisation écologique est un héritage et un développement de la pensée marxiste sur la relation entre l'homme et la nature et la dernière réalisation du marxisme dans la Chine contemporaine et du marxisme au XXIe siècle. Dans la dialectique de la nature, Engels a également souligné une nation qui veut gravir les sommets de la science ne peut pas se débrouiller sans réflexion théorique. Le secrétaire général Xi Jinping a souvent cité cette déclaration importante d'Engels et a souligné le grand rajeunissement de la nation chinoise ne peut pas être achevé sans réflexion théorique. Ces idées importantes du secrétaire général Xi Jinping sont d'une importance pratique pour le peuple chinois. Engels n'a jamais ménagé aucun effort pour répandre la pensée marxiste. De 1876 à 1878, Engels a écrit Anti-Dühring, où il a démonté les conceptions de Dühring, exposant de manière exhaustive les principes de base de la philosophie marxiste, de l'économie politique et du socialisme scientifique. Engels a également adapté certains chapitres d'Anti-Dühring dans son livre Socialisme utopique et Socialisme scientifique. Marx l'a surnommé « L'introduction du socialisme scientifique ». Ce livre, facile à comprendre, a été traduit dans plus de 10 langues et est devenu l'ouvrage sur le socialisme scientifique qui s'est répandu le plus rapidement et qui a eu le plus d'influence à l'époque. Marx a passé les dernières années de sa vie
vivant au 41 Maitland Park Road. En raison d'une longue maladie et de la douleur de perdre plusieurs êtres chers, Marx est devenu extrêmement fragile dans sa vieillesse. Engels était tellement inquiet pour lui qu'il lui rendait visite tous les jours. Le 14 mars 1883, Marx est mort. Quelques jours plus tard, les funérailles ont eu lieu au cimetière Highgate à Londres. Engels a prononcé un discours célèbre au cimetière, louant les grandes réalisations de Marx et a souligné que le matérialisme historique et la théorie de la plus-value étaient deux grandes découvertes dans la vie de Marx. La noble cause et la camaraderie du prolétariat avaient étroitement lié Marx et Engels ensemble depuis des décennies. Lénine a dit une fois « Il y a de grandes histoires d'amitié dans l'histoire. » Mais leur relation à tous les deux dépasse toutes les amitiés humaines légendaires. Engels et Marx ont travaillé ensemble pendant plus de 40 ans. Ensemble, ils ont fondé le marxisme, qui a conduit à la création du premier parti prolétarien du monde et au début du mouvement ouvrier européen au XIXe siècle. Cependant, Engels est toujours resté modeste. Il a dit « Marx se tenait plus haut, voyait plus loin et prenait une vue plus large et plus rapide que le reste d'entre nous. Marx était un génie, nous autres étions au mieux talentueux. Sans lui, la théorie ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Il est donc naturel que cette théorie porte son nom. Après la mort de Marx, Engels a dépensé beaucoup d'énergie pour rassembler et compiler les volumineux manuscrits, lettres et collections de Marx, non seulement pour bien préserver la précieuse richesse du prolétariat international, mais aussi pour rassembler et publier les manuscrits posthumes de Marx. Le Capital était l'œuvre la plus importante de la vie de Marx. Avant de mourir, il avait publié le volume 1. Les autres sont des manuscrits inachevés. Marx a dit à sa fille Hélène qu'il espérait qu'Engels pourrait faire quelque chose de ces manuscrits. Les dirigeants du mouvement ouvrier et les travailleurs avancés de divers pays attendaient avec impatience la publication des autres volumes du Capital. Et Engels était la seule personne qualifiée pour faire ce travail. Car Engels connaissait les idées de Marx, son vieux camarade d'armes, mieux que quiconque. Il avait une vaste expertise. Il était aussi le seul qui pouvait lire l'écriture de Marx. Le travail de nettoyage des manuscrits de Marx était vraiment prenant et difficile. Engels travaillait souvent toute la nuit, ce qui a fait rechuter sa maladie oculaire. Pour éviter que l'avancement des travaux en soit affecté, Engels a embauché un assistant, de 10 à 17 heures tous les jours. Engels était allongé sur le canapé et dictait le texte, qui a été transcrit par son assistant. Le soir, Engels le relisait et corrigeait quelques erreurs pour rendre le manuscrit plus clair et plus lisible. L'édition des volumes 2 et volume 3 du Capital était ardue. À l'exception de certains manuscrits relativement complets,
la plupart des manuscrits étaient en fragments. Il a fallu beaucoup d'énergie pour éditer ces manuscrits inachevés en œuvres complètes et systématiques. Après la mort de Marx, Engels a soigneusement édité et publié le volume 2 du Capital en 1885, d'après les 8 manuscrits laissés par Marx. Puis, après près de 10 ans de dur labeur, il a publié le volume 3 du Capital en 1894, basé sur les principaux manuscrits et quelques fragments laissés par Marx. La publication du volume 2 et du volume 3 du Capital présentait le système théorique complet du Capital de Marx. C'était une contribution exceptionnelle d'Engels à l'économie politique marxiste. Le nom d'Engels et le nom de Marx sont gravés pour toujours sur le monument qu'est le Capital. Après sa publication, le Capital a été traduit dans de nombreuses langues et largement distribué dans le monde. Il est devenu connu comme la Bible de la classe ouvrière. En Chine, la traduction et la publication du Capital dans son intégralité étaient le souhait de longue date de nombreux révolutionnaires et intellectuels progressistes. Pendant la période de la Grande Révolution culturelle, Guo Muozhuo était déterminé à traduire le Capital en chinois. Cependant, pour diverses raisons, son ambition ne s'est pas réalisée. Après l'échec de la Grande Révolution, Chen Qiqiu, Pan Dongsu, Wu Weilu, Wang Sihua, Qiang Jiaju, Wu Banong, Guo Dali et Wang Yanan, ainsi que d'autres qui avaient de nobles idéaux, se sont consacrés à la traduction du Capital. Dans ces moments difficiles, ces semeurs ont souffert de la persécution de l'ennemi, de la pauvreté, de la maladie et de la destruction de tous les manuscrits traduits dans le feu de la guerre. Cependant, après plus d'une décennie d'efforts inlassables, ils ont finalement traduit les 3 volumes du Capital en chinois. Après les années 1880, au fur et à mesure que les besoins du mouvement ouvrier se développaient et que les conditions de la lutte ouvrière ont évolué, Engels a consacré une grande partie de son énergie sur la publication, la réimpression et la traduction des œuvres de Marx et des siennes, en ajoutant de nouvelles préfaces et introductions, ce qui a effectivement favorisé la propagation du marxisme dans les mouvements ouvriers dans divers pays et a défendu le marxisme dans la pratique. Au début des années 1890, le Parti social-démocrate d'Allemagne, SPD, a remporté les élections législatives, ce qui a conduit les chefs du parti à se faire des illusions sur le Parlement. L'opportunisme de droite s'est répandu au sein du parti. Engels a décidé de publier la critique du programme de Gotha, qui a efficacement défendu les principes théoriques du socialisme scientifique. La critique du programme de Gotha a été écrite par Marx en 1875 comme une critique de l'influence de Lassalle, expliquant les principes de base du socialisme scientifique. Mais compte tenu de la situation à ce moment-là, cet article n'avait pas été publié. En 1895, Engels a écrit une introduction au volume unique de « Les luttes de classe en France 1848 à 1850 ». Il a résumé en détail la lutte de la classe ouvrière et a souligné que le parti prolétarien devrait formuler de nouvelles stratégies de lutte conformes aux exigences de la nouvelle situation en fonction des conditions changées.
Il a souligné que le suffrage universel, une forme légitime de lutte, devait être utilisé pour se préparer à la future bataille décisive. Mais que le droit à la révolution ne devrait pas être abandonné, car c'est le seul vrai droit historique. Après la mort de Marx, Engels a pris la responsabilité de guider seul les mouvements ouvriers internationaux. Dans le même temps, il a résumé la lutte du front théorique au cours des dernières décennies, a résumé les acquis théoriques du marxisme et a écrit des ouvrages importants tels que L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, et Ludwig Feuerbach, et La fin de la philosophie classique allemande, qui exposait systématiquement la philosophie marxiste et la théorie du socialisme scientifique. Engels a consacré beaucoup d'efforts à la défense et au développement de la philosophie marxiste dans ces dernières années. Nous avons constaté que dans ses travaux et lettres ultérieures, il a fait l'exposition la plus détaillée et le développement le plus important du matérialisme historique. Il a exposé scientifiquement la théorie de la formation et du développement du système communal primitif, a perfectionné les deux théories de production et leur importance dans le développement de l'histoire sociale, a discuté en détail de l'interaction des composants du système organique social et de leur rôle dans la promotion du développement de la société, a souligné que la théorie de la force conjointe sur la volonté personnelle joue un rôle dans le développement de l'histoire sociale, et a également discuté des différences et des relations entre la nature et l'histoire, et des lois des mouvements naturels et des mouvements historiques. Engels attachait une grande importance à l'interprétation systématique et populaire du marxisme, ce qui a joué un rôle important dans la promotion et la vulgarisation du marxisme. À la fin des années 1880, avec le développement des mouvements ouvriers, l'appel à renforcer l'unité internationale du prolétariat est devenu de plus en plus fort. Afin d'empêcher les opportunistes d'usurper la direction des mouvements ouvriers internationaux, Engels a activement aidé les partis politiques marxistes dans divers pays à créer de nouvelles organisations internationales. Le 14 juillet 1889 a marqué le 100e anniversaire de la Révolution française. Ce jour-là, près de 400 délégués de 19 pays et régions se sont réunis à Paris pour le Congrès international des travailleurs socialistes qui a marqué la création de la Seconde Internationale. Pour commémorer la grève générale des travailleurs de Chicago, le Congrès a décidé de lutter pour la mise en œuvre de la journée de travail de 8 heures et des lois sur la protection du travail, en appelant à une manifestation internationale à grande échelle le 1er mai de chaque année. Depuis, le 1er mai est devenu un festival prolétarien international. Engels n'a pas assisté au Congrès, mais il a participé au grand défilé du 1er mai à Londres pendant 4 années consécutives. En août 1893, Engels, alors âgé de plus de 70 ans, a été invité à assister à la cérémonie de clôture du 3e congrès de la Seconde Internationale à Zurich, en Suisse. Lorsque le président du Congrès a annoncé l'arrivée d'Engels, la salle de conférence a été remplie d'applaudissements prolongés et d'acclamations. Après le Congrès, Engels a visité Vienne et Berlin. Partout où il est allé, il a été chaleureusement accueilli par le Parti social-démocrate local et les masses de travailleurs.
les gens étaient très heureux de voir le grand mentor. C'est la seule image d'Engels qui subsiste de cette époque. Dans les années 1890, de nouveaux changements se produisaient dans le capitalisme européen et les contradictions entre les pays capitalistes devenaient de plus en plus aiguës. Engels était parfaitement conscient que l'économie capitaliste passait de la concurrence au monopole. Une guerre mondiale d'une ampleur et d'une violence insoupçonnée jusqu'ici était inévitable. Engels a écrit sur l'impossibilité absolue de prévoir comment tout cela se terminera et qui sortira de la lutte vainqueur. Mais un résultat est absolument certain. L'épuisement général et la mise en place des conditions de la victoire ultime de la classe ouvrière. Engels a profondément réfléchi à la société future. Au début de 1894, dans une lettre à Engels, Giuseppe Canepa lui a demandé d'exprimer en termes simples les idées de base de la future ère socialiste. Engels a écrit dans sa réponse « À l'exception du paragraphe suivant du manifeste du Parti communiste, je ne trouve plus de solution adaptée. À la place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classe, nous aurons une association dans laquelle le libre développement de chacun sera la condition du libre développement de tous. » Engels pensait également que la future société socialiste serait une société de changement et de réforme constants. En août 1890, Engels a expliqué une conclusion extrêmement importante lors de la réponse à la question d'un ami sur le futur socialisme. La soi-disant société socialiste n'est pas quelque chose d'immuable. Elle doit être considérée comme une société en constante évolution et réforme, comme n'importe quel autre système social, a déclaré Engels. Cette importante conclusion pleine de dialectique historique est devenue les conseils fondamentaux pour les marxistes ultérieurs pour construire le socialisme, surtout pour les communistes chinois, pour construire et développer un socialisme aux caractéristiques chinoises. Le Parti communiste chinois a uni et dirigé les gens de toute nationalité dans le pays pour achever la nouvelle révolution démocratique, établir la République populaire de Chine et mettre en place le système socialiste de base. Il a réalisé avec succès le plus grand changement social de l'histoire de la Chine et jeté les prémices politiques fondamentales et le fondement institutionnel pour tout développement et progrès de la Chine contemporaine. En cours d'exploration, bien qu'il y ait eu de sérieux rebondissements, les réalisations théoriques originales et les grandes réalisations du PCC dans la révolution socialiste et la construction ont fourni une expérience précieuse, une préparation théorique et une base matérielle pour créer un socialisme aux caractéristiques chinoises dans une nouvelle période historique. Après la 3e session plénière du 11e comité central du Parti communiste chinois, les communistes chinois ont combiné les principes de base du socialisme scientifique avec la réalité chinoise, ont résumé les expériences positives et négatives de la construction socialiste chinoise et ont appris de l'expérience historique et des leçons du socialisme mondial pour créer avec succès un socialisme aux caractéristiques chinoises, former la théorie de Deng Xiaoping, la pensée importante des 3 représentations et les perspectives scientifiques du développement ainsi que l'idéologie socialiste de Xi Jinping dans la nouvelle ère, effectuant de grandes réalisations dans la modernisation socialiste de la Chine. Le 28 novembre 1894, au 41 Richter Park Road,
Engels a passé son dernier anniversaire. Il avait 74 ans cette année. Quelques mois avant ça, la guerre sino-japonaise de 1894 a éclaté en Extrême-Orient. Engels a prêté une attention particulière à la guerre. Dans sa lettre à ses amis, il a écrit « Quelles que soient les conséquences directes de la guerre, il y a une chose qui sera incontournable. Tout le système traditionnel de la Chine ancienne va s'effondrer complètement. » Engels a souligné « La guerre sino-japonaise signifie la fin de la Chine ancienne, ce qui signifie que toute sa base économique subira une révolution graduelle, mais globale. » Plus tard, le développement de l'histoire chinoise a pleinement prouvé la prévision d'Engels. La santé d'Engels n'était plus ce qu'elle était. En mars de l'année suivante, il est tombé malade. Il a développé une tumeur sur le côté droit de son cou qui s'est répandue rapidement. C'était un cancer. 2 mois après, une douleur intense le tenait éveillé chaque nuit. Mais, en dépit d'être gravement malade, il a continué à travailler jusqu'à la fin de sa vie. Le 5 août 1895, Engels est mort. Le monde a été choqué par cette terrible nouvelle. Plus de 150 journaux en Europe ont rapporté la nouvelle de la mort d'Engels. Et des dizaines de journaux socialistes européens et américains ont publié des articles en hommage à Engels. Le prolétariat en Europe et en Amérique pleurait la perte de ce grand mentor en exprimant leur admiration infinie et leur nostalgie dans différentes langues. Eastbourne est une petite ville balnéaire d'Angleterre. Un endroit prisé, célèbre pour son ensoleillement et falaises de craie droite. Il a une histoire qui remonte à des milliers d'années. C'était l'un des lieux de vacances préférés d'Engels. Le 27 septembre 1895, la mer à Eastbourne était calme. Conformément à la volonté d'Engels, Frédéric Lessner, Edward Bernstein, Eleanor Marx et son mari, Edward Aveling, s'y sont rendus. Ils ont tristement et silencieusement pris une barque sur l'eau et ont jeté l'urne d'Engels dans la vaste mer. Marx a dit un jour avec affection « Friedrich Engels est l'un des représentants les plus remarquables du socialisme contemporain ». Cette évaluation de Marx démontre pleinement du prestige qu'avait Engels dans le mouvement communiste international. Engels n'a pas seulement apporté des contributions indélébiles à l'établissement de la théorie scientifique et la promotion de la cause révolutionnaire, mais a également montré une spiritualité touchante dans sa longue lutte révolutionnaire. La spiritualité d'Engels est très riche en contenu. Cela se manifeste dans sa croyance en son combat de toute une vie pour la libération des masses, sa persévérance à tenir fermement à la bannière de la vérité, le courage de se sacrifier pour le plus grand bien de la cause révolutionnaire et son dévouement sans faille à la réalisation de ces nobles idéaux. Aujourd'hui,
Nous savons que la vie d'Engels et son esprit d'une grande noblesse, comme son travail théorique, sont devenus un trésor du prolétariat et de l'humanité dans son ensemble. Le marxisme est né dans le contexte historique de la première révolution industrielle et la montée du mouvement prolétarien. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la découverte de l'électricité a conduit à la deuxième révolution industrielle. Marx et Engels ont porté une attention particulière aux nouvelles tendances du développement mondial, ont constamment exploré de nouvelles problématiques soulevées par l'évolution des temps et ont répondu aux nouveaux défis auxquels la société était confrontée. Aujourd'hui, nous vivons à une époque de changements rapides. Le monde connaît de grands changements jamais vus depuis un siècle. Un nouveau cycle de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle est en plein essor. L'économie internationale, la technologie, la culture, la sécurité et les politiques subissent un ajustement profond. Le monde est entré dans une période de changement turbulent. La nouvelle ère engendre de nouvelles idées, tandis que de nouvelles idées guident de nouvelles pratiques. L'idéologie socialiste de Xi Jinping aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère répond systématiquement en utilisant une combinaison de théories et de pratiques à des questions majeures telles que quel type de socialisme aux caractéristiques chinoises nous devons maintenir et développer dans la nouvelle ère et comment nous devons maintenir et développer le socialisme aux caractéristiques chinoises. C'est le marxisme chinois contemporain et le marxisme au XXIe siècle. Il fournit une forte force spirituelle pour la réalisation du grand rajeunissement de la nation chinoise et apporte des contributions importantes pour promouvoir la construction d'une communauté de destin et la sauvegarde des intérêts et des valeurs communs de l'humanité. En 2021, nous inaugurerons le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois dirigera le peuple chinois pour se lancer dans un nouveau voyage de construction d'un pays socialiste moderne de manière globale. Formons un seul esprit et unissons-nous plus étroitement autour du comité central du PCC avec le camarade Xi Jinping comme noyau et travaillons dur tous ensemble pour créer une nouvelle cause historique dans le nouveau parcours de construction d'un nouveau pays socialiste moderne et puissant.